Donc, on se retrouve avec Maître Florent Verdier, avocat au barreau de Bordeaux, pour parler de la loi de programmation pour la justice. Et alors, je pense qu'on peut titrer cette vidéo « Une réforme mal appréhendée ou mal préparée ». Peut-être la question qu'on peut se poser... Oui, bon, c'est une question légitime. Alors, c'est pas pour moi, c'est mon point de vue personnel, je pense pas qu'elle soit mal préparée. Elle a été préparée, mais elle a été orientée dans un but unique. Et dans les travaux qui ont été menés fin 2017, premier semestre 2018 sur cette loi, ce qu'on appelle des chantiers de la justice ont été mis en place avec des personnes qui ont été désignées par le gouvernement et non pas par les différentes représentations professionnelles du milieu de la justice. Les chantiers de la justice, les groupes de travail qui ont été mis en place avec des professeurs de droit, avec des magistrats, avec des avocats. On le dit peu, ce sont des personnes qui ont été quelque part désignées, mandatées par le gouvernement, et dans un but unique. À la suite de ces chantiers de la justice a été proposé aux représentations professionnelles, aux instances représentatives, un projet, une ébauche, qui a immédiatement soulevé un tollé général, une contestation immédiate de la part de l'ensemble des professionnels, que ce soit avocats, magistrats, greffiers. Et le texte a été un petit peu revu, il a été un petit peu corrigé en bien. Il y avait par exemple cette histoire de tribunal départemental pour remplacer la cour d'assises qui avait été supprimée. Et puis on s'est rendu compte en réalité à la rentrée, quand le projet de loi a été soumis à l'ordre du jour de l'Assemblée, des assemblées, on s'est rendu compte qu'en fait c'était pas le texte qui avait été corrigé, c'est le texte premier, c'est le texte d'origine. Donc ce qui a fait dire à l'ensemble des professionnels qu'en réalité il n'y a pas eu de concertation, puisque on a soumis un projet aux instances représentatives et finalement le vrai projet qui a été soumis au vote n'est pas celui qui a été corrigé. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas eu de concertation. Donc il a été préparé, ce projet de loi évidemment, mais on n'a pas tenu compte des observations et des demandes de la part des syndicats et des instances représentatives. C'est toute la difficulté. Donc, à l'origine, l'objectif a été posé et il n'a tenu aucun compte des discussions qui ont été engagées. Voilà. Et alors, on va rentrer dans des questions peut-être un peu plus précises. La première question que j'ai envie de poser, c'est celle de l'efficacité de la machine judiciaire. En machine judiciaire, les juges, les personnes qui sont sur le terrain, pas forcément les personnes au ministère, mais vraiment les personnes sur le terrain. Et cette question de personnes on a aujourd'hui, alors moi j'ai trouvé le chiffre de 6995 juges, ou à peu près 7000 juges, un nombre, on le voit tous les jours, insuffisant de greffiers et de personnel administratif pour faire tourner ces juridictions, parce que c'est bien d'avoir des juges, mais il faut quand même se rendre compte que s'il y a un juge tout seul, ça va être un petit peu compliqué. Déjà parce qu'il faut des greffiers pour au moins la moitié des actes. Quasiment tous, parfois ce sont eux qui rédigent les décisions. Oui, voilà, oui. Non, mais disons que bon, il y a quelques actes qu'on peut faire sans greffier, enfin que les magistrats peuvent faire sans greffier, mais il n'y en a pas beaucoup. Très peu. Voilà. Et alors si on enlève les personnels administratifs qui font tourner la boutique, je pense que ça s'arrête tout de suite. Donc voilà. Et alors le problème c'est que, est-ce que ça peut continuer comme ça, alors que quand même on le voit nous tous les jours, on est à la limite presque de l'implosion. La difficulté c'est qu'on s'adapte toujours à la misère. On accepte toujours de moins en moins de moyens, en vérité. On accepte toujours de travailler dans des conditions de plus en plus difficiles. Et c'est quelque part
le point fort de l'être humain qui s'adapte toujours aux situations qu'il rencontre. Malheureusement, pour le service public de la justice, il y a ce phénomène-là. Il y a ce phénomène que, malheureusement, en l'absence d'une très forte mobilisation générale, on accepte de plus en plus de travailler dans des conditions extrêmement difficiles. Et qui c'est qui en pâtit? Évidemment, ce sont les justiciables, puisque les délais de jugement sont très longs, les instructions sont incompréhensibles, les audiences deviennent vraiment difficiles à comprendre. Voilà, donc malheureusement, on accepte de travailler dans des conditions, parfois, de toute façon, c'est pas moi qui l'invente, hein, dans certaines juridictions qui sont misérables. Il n'y a qu'à voir un exemple tout bête, l'exemple de la Cour d'appel de Bordeaux. Il y a eu, c'était au mois de décembre, janvier, il y a eu un problème de monte de charge. Donc résultat, les personnes ne pouvaient plus sortir les dossiers de plaidoirie pour les rendre aux avocats. Et le problème, c'est que les dossiers de plaidoirie qu'on a parfois dans un dossier, ils nous servent aussi pour d'autres dossiers, où ils nous servent pour faire des recours. Et donc, ça a été muet, je crois que pendant 3 semaines, 1 mois, ils n'ont pas remis les dossiers de plaidoirie aux avocats. Et donc, résultat, quand le monte de charge a été réparé, les caisses ont été asphyxiées, parce qu'ils ont remis tous les dossiers petit à petit. Mais, oui, ça fait partie des trucs. Oui, c'est des difficultés qui paraissent rien pris individuellement, mais mis bout à bout, ça démontre que la machine est vraiment enrayée. On a des témoignages de greffiers qui nous disent qu'ils apportent leur propre matériel, qu'ils sont en pénurie de feuilles, des problèmes voilà, ce sont des problèmes matériels. Pas seulement matériel, c'est des problèmes aussi humains, manque de moyens humains dans les juridictions, manque d'aide à la décision, et c'est pour ça aussi que le projet de loi de la justice prévoit une multiplication des assistants à la décision, des aides à la décision, justement pour essayer de pallier cette misère, cette pénurie. Dans tous les tribunaux, dans toutes les juridictions, on a ces difficultés matérielles qui ont une influence sur le fonctionnement même et sur le service rendu au public, le service de la justice. Oui, parce qu'il faut quand même préciser une chose, c'est que quand vous prenez le budget de la justice, il va à 2 institutions, il va à la justice en elle-même et il va à l'administration pénitentiaire, qui en a quand même la grande majorité. Ce qui est, d'une certaine manière, assez normal. Parce que bon, on a quand même beaucoup de prisons, et qui en plus n'est même pas suffisant, puisqu'on a beaucoup trop de prisonniers pour le nombre de places qu'on a normalement. Ouais, on est à 72 000 personnes détenues, si on prend toutes les... il me semble... Ouais, on dépasse de toute façon le taux d'occupation limite, on le dépasse, effectivement. On repousse la limite. Voilà, c'est ça, c'est qu'on repousse la limite, on a des cellules surchargées, on a des prisons de toute façon, tout le monde le sait, qui ne sont pas dignes d'un pays comme le nôtre. Effectivement, alors cette question de budget, elle est au cœur, des discussions, elle est au cœur de ce projet, elle est au cœur de tous les ministères de la justice, et tous les gardes des Sceaux ont quasi exclusivement, moi je le dis, cette volonté de gérer le budget. Il n'y a aucun autre objectif, si ce n'est financier, sur les programmes de justice, et dont celui-là. Et alors, une idée pour améliorer le budget, pour un peu limiter l'impact sur le budget, mais qui, par contre, a un impact direct sur les justiciables, c'est l'idée de la dématérialisation. Et donc, c'est l'idée, par exemple, qu'on va pouvoir faire un certain nombre de recours en ligne, mais quasiment exclusivement en ligne. Et donc, quid de tout un pan des justiciables qui, eux, n'ont pas accès à Internet, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a quand même une fracture numérique entre une partie de la France qui est tout à fait couverte et une autre où c'est plus difficile, et même en âge, toute une population un peu plus âgée qui a d'énormes difficultés à se servir de l'outil numérique. C'est malheureusement souvent le cas, c'est-à-dire qu'on met en place des outils sans préparer le terrain avant. Ce que je veux dire par là, c'est que
J'ai lu il y a quelques jours dans les médias, je ne sais plus lequel, un article qui parlait de fracture numérique. C'est pas un mot nouveau, c'est pas un concept nouveau, mais qui était associé justement au service public de la justice. Le problème avec la toute dématérialisation de tout le tout Internet, c'est justement que beaucoup de personnes n'ont pas facilement accès à cet outil. Alors on va nous dire oui, mais dans quelques années ça s'arrange, c'est de mieux en mieux. Sauf qu'il faut quand même une certaine maîtrise de l'outil. Le tout dématérialisation, non. Le service public de la justice, pour certaines procédures, je pense aux procédures familiales, je pense aux procédures pénales où les victimes ont besoin de s'exprimer, elles ont besoin d'être entendues, elles ont besoin, et aussi pour ce qu'on appelle le petit civil, hein, il n'y a pas de petit, mais ce sont des affaires moins importantes au civil, les gens ont besoin d'être écoutés. Et cette dématérialisation, ce tout process Internet, alors que moi-même je suis très féru de dématérialisation, je suis très féru de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle, je pense que tout ne peut pas être dématérialisé, tout ne peut pas passer par le numérique. Il faut de l'humain, c'est le sens du service public de la justice. Et d'ailleurs, quand on voit les mouvements de contestation auxquels on fait face en ce moment, auxquels le gouvernement fait face, avec les gilets jaunes, mais pas seulement, l'ensemble des mouvements de contestation, je pense à la nuit debout, je pense aux événements passés. Un point commun de tous ces mouvements, c'est vous ne nous écoutez pas, nous ne sommes plus entendus, nous votons, ça ne sert à rien. Et cette absence d'écoute, ou en tout cas ce sentiment d'absence d'écoute, ce sentiment qu'on est laissé pour compte, que même si on parle, on ne nous écoutera pas, c'est ça qui fait grandir la colère, c'est ça qui fait que la colère gronde dans le peuple. D'ailleurs, le bout du bout de ce sentiment-là, c'est la violence. Quand on n'a plus le sentiment d'être entendu, quand on a le sentiment d'être transparent, de plus être écouté, eh bien, la seule manière qu'on pense devoir utiliser pour être entendu, c'est malheureusement la violence. Et quand il y a des effets de violence, il y a les projecteurs qui sont braqués. Alors, après, c'est une autre question de savoir si c'est trop ou pas assez braqué, mais en tout cas, tout ça fait partie d'un contexte, et je pars pas loin, je divague pas, je dis simplement que la dématérialisation des procédures entraîne un moins humain, une écoute moindre des justiciables, une écoute moins attentionnée, évidemment, qui n'existe quasiment plus. La présence physique importe dans certaines procédures. Je pense aux procédures pénales. Au pénal, la présence physique est essentielle pour bien aborder les choses. Donc voilà, tout ça fait partie d'un ensemble et d'une vision. Et le tout dématérialisation, sans préparer le terrain, c'est-à-dire sans donner accès, sans former, sans permettre à tout un ensemble de populations de pouvoir gérer l'outil, eh ben, effectivement, ça crée une fracture, ça augmente la fracture numérique qui existe déjà. Et alors, je vais rebondir, puisque on parlait de l'humain, notamment dans le pénal, pour comprendre la peine, pour pouvoir faire un travail sur soi. On a aussi, dans cette réforme, que ce soit au point de vue pénal et au point de vue procédural, une extension quasi systématique des procédures qui dérogent au droit commun. Et alors, je pense notamment à la visioconférence, à l'audience, notamment en pénal. Je pense à l'absence de collégialité. Je pense au fait qu'on va faire de la comparution différée, qu'on va retarder le fait d'arriver devant le juge, et que s'il doit y avoir un juge, il faut qu'il soit tout seul. Ou plus qu'on mobilise 2-3 juges sur un dossier. Et donc, beaucoup de personnes vont dénoncer aujourd'hui un abaissement des exigences procédurales qui, normalement, sont protectrices des libertés fondamentales. C'est toujours ce qu'on dit. La forme protège la liberté. Et quelle est, sur ce point, ton analyse ? Il faut toujours partir du problème de base qui est cette absence d'allocation de moyens financiers, donc humains.
tout ce que tu viens d'évoquer, ce ne sont pas des procédures différentes, ce sont des modalités de comparution qui diffèrent et qui, évidemment, est un abaissement des libertés fondamentales, qui est un abaissement de la protection des garanties de liberté fondamentale. Donc cette absence de moyens. La justice a toujours été le parent pauvre des ministères régaliens, et aujourd'hui, les chefs de juridiction, ce qu'ils ont à gérer, c'est le manque de moyens. Tous les jours, leur réflexion est poussée pour savoir comment je vais pallier l'absence de moyens que j'ai pour faire fonctionner ma juridiction. Et toutes ces modalités pour repousser, tu le dis très justement, la comparution devant le juge unique, tout ça, ça part de cette base-là. Et la difficulté, c'est qu'on sacrifie, comme tu le dis bien, les garanties d'un procès équitable, de liberté fondamentale, sur l'autel de la pauvreté, de la misère, puisque c'est comme ça, il faut appeler un chat un chat. Et puis, un autre paradoxe à cela, alors qu'on n'a pas les moyens suffisants, on va mettre dans toutes les juridictions de France des cages de verre, par exemple. Et en une nuit, comme ça s'est fait à Bordeaux, on va monter des cages de verre dans les salles d'audience. Juste un point, les cages de verre, en fait, c'est quand il y a une audience pénale, c'est dans la cage que va comparaître le prévenu sous détention. Sous détention. Sous détention. Donc, il faut quand même réaliser que il y a 3 personnes, il y a 2 ou 3 policiers qui sont avec lui dans la cage, et donc la personne, il comparaît devant son juge avec une cage de verre qui l'empêche de rentrer dans la salle d'audience, réellement. Certains disent qu'elle est dans la salle d'audience, mais en tout cas, c'est simplement que la dignité humaine... Il y a une barrière entre lui. C'est la barrière, c'est la cage de verre. Et qui l'empêche de communiquer... de manière un peu discrète avec son avocat. Il y a des petits trous, mais bon... Non, mais c'est un petit peu compliqué. Ça participe à une vision de la justice, c'est une vision qui ne fait plus, qui ne prend plus en compte l'aspect humain, la nécessité d'avoir un comportement digne envers qui que ce soit. C'est le principe de la République de traiter tout le monde à égalité et avec la même garantie de droit. Et c'est une question de dignité. On ne peut pas juger quelqu'un qui est dans une cage. On doit mettre en place des mesures de sécurité, évidemment. Mais ces cages de verre, notamment, participent finalement ont été mises en place sans même qu'il y ait d'études approfondies sur la dangerosité, sur le nombre de cas d'agression et de violence par les détenus. Donc, par les prévenus et les accusés, puisqu'aux assises, c'est exactement la même chose, il n'y a pas eu en amont une étude qui dit, il y a une dangerosité avérée de la part des prévenus et des accusés sous détention. C'est pas vrai. Donc ces cages de verre ont été placées c'est pas un souci, mais dans une volonté beaucoup trop importante de montrer que l'État est plus fort que les individus, et pour moi c'est totalement indigne de comparaître dans les cages de verre. Et pour en revenir et pour finir avec ce que tu disais sur les modalités de comparution, la visioconférence à outrance, ça participe simplement à une volonté de gérer la misère, c'est-à-dire d'économiser encore là où on a très très peu de moyens. Et alors, un autre moyen qui a été trouvé pour économiser sur les coûts, et alors notamment sur les coûts de personnel, c'est cette idée de fusionner des tribunaux, notamment de faire disparaître le tribunal d'instance pour le fusionner avec le tribunal de grande instance. Alors, sous des conditions qui feront en sorte que ce n'est que dans les villes où il y a un TI et un TJ qu'on va fusionner les deux. On se rend bien compte quand même qu'à terme, le TI tout seul qui va disparaître pour être fusionné au TJ, parce que sinon, d'un point de vue procédural, je sens que ça va être compliqué. Et donc, on va avoir à terme une disparition de cette juridiction de proximité par excellence, qui était le TI, puisque des TGI, il y en a 196, si ma mémoire est bonne,
et des TI, il y en a 4. Ouais, il y en a. 3 ou 400. 400 et quelques, parce qu'il y a à peu près 2 TI par TJ. Oui, c'est ça, à peu près, c'est la moyenne, mais il y a certains départements où il y en a plus, d'autres où il y en a 2. Le gouvernement, les députés disent qu'il n'y a pas de suppression de juridiction. Ce sont les lieux de juridiction qui sont maintenus, mais la juridiction en elle-même, elle est supprimée. Le gouvernement, les députés se gargarisent en disant qu'il n'y a aucun lieu de justice qui sera supprimé, sauf que la juridiction, elle, est supprimée. Et puis, ça ouvre évidemment une porte à ce que tu viens d'évoquer, cette fusion de TI au sein des TGI. C'est évidemment la fin d'une proximité du service public de la justice avec les territoires. Et malheureusement, alors que la France s'est construite sur les territoires, sur les régions, sur la ruralité, on a cette concentration dans les métropoles de tous les services, uniquement, et je reviens toujours là-dessus parce que c'est le nerf de la guerre, uniquement pour faire de l'économie de moyens qu'il n'y a déjà pas. Voilà, et alors, la conclusion qu'on a un petit peu sur cette réforme, je ne sais pas si tu partages cet avis, c'est l'idée que c'est une réforme qui aboutit à la mise en place d'une logique de résultat, c'est-à-dire qu'il faut baisser les coûts au maximum, qui prévaut sur les moyens nécessaires pour rendre une justice de qualité, avec quand même dans l'idée que on est supposé, si ce n'est être le pays des droits de l'homme, au moins être le pays des déclarations des droits de l'homme. J'aime beaucoup cette nuance, je ne sais plus qui l'avait posée, mais je l'aime beaucoup, ce qui pose quand même problème, parce que le souci, alors il y a un souci au niveau des principes, ça, les principes, comme disait M. Talleyrand, asseyons-nous dessus, ils finiront bien par céder, mais il y a aussi un problème, c'est qu'on peut être condamné par la CEDH. Alors, pour un certain nombre de problèmes, et notamment pour l'accès à la justice, où la France est souvent condamnée, alors on est souvent condamné parce que notre justice est trop longue, on se demande pourquoi, mais là, on va peut-être même se faire condamner parce qu'on ne peut même plus y accéder. Oui, c'est évident qu'on va au-delà d'une augmentation des condamnations devant la CEDH, c'est sûr et certain, et c'est d'ailleurs toute l'extrême interrogation que pose tout ça, c'est est-ce que ces questions-là, on les a posées? Est-ce qu'on a fait une étude comparative? Je ne crois pas. Moi, en tout cas, dans les travaux, j'ai rarement vu, voire pas du tout, de comparaison avec sur les grandes questions de ce projet de loi. J'ai pas vu de comparaison avec des études sur les droits fondamentaux, sur la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés. Voilà, il y a pas c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on pose des principes, on pose des mesures sans avoir étudié avant l'impact sur l'avenir. Encore une fois, on a fait bouger le curseur sur cette ambition financière en dehors de toute évocation de l'aspect humain, au contraire de ce que disent les députés qui ont voté, et notamment Madame Avia et Monsieur Paris. Didier Paris, qui est le président de la commission des lois. Non. Donc, pardon, excusez-moi, pré-vérification. Donc, Didier Paris, qui est vice-président de la commission des lois, et Laetitia Avia, donc, alors, Didier Paris, ancien magistrat, mes souvenirs sont exacts, et Laetitia Avia, donc, consoeur, puisqu'elle n'a pas demandé à être retirée du voilà, du barreau. Donc, du tableau, oui, pardon. Au barreau. Alors, elle se présente toujours comme une avocate. Elle se l'est encore présentée hier. Donc, on enregistre vendredi, donc hier, jeudi soir. Donc, Laetitia Avia, rapporteuse sur la loi de programmation pour la justice, et qui a été effectivement une défenseuse, alors, jusqu'au bout du projet de loi. C'est normal, c'est ce qu'elle porte, c'est l'objectif qu'on lui a assigné, et le projet de loi a été voté mercredi à l'Assemblée nationale avec, je crois, 325 voix pour. Voilà, donc contrairement
Pardon. Oui, alors juste 325 voix pour le vote solennel. Ouais. Après, par contre, quand vous allez voir sur les différentes propositions, enfin, les différents articles, bizarrement, ça baisse un peu. Oui, sur les différents articles qui sont votés un par un, on a des taux de vote, enfin, du nombre de votes de 20 à 30 Voilà. en plein cœur de la nuit. On est Voilà. tout à fait dans des nombres tout à fait indignes d'une république parlementaire, évidemment. Donc je disais que contrairement à ce que communique notre consoeur Madame Avia et Monsieur Paris, effectivement, l'aspect humain n'a pas du tout été pris en compte et il est délaissé sur l'autel de l'aspect financier. Et tu parlais tout à l'heure d'une obligation de résultat. On est dans une posture managériale exclusive de l'appréhension du service public de la justice, et on n'est plus du tout dans les valeurs du service public de la justice qui avait lieu jusqu'à il y a quelques années, puisque c'est pas nouveau, hein, c'est pas depuis 2018, hein, tout ça, c'est quand même très ancien, mais aujourd'hui on a passé un cap, on a franchi un cap à ce niveau-là, et le point de non-retour, enfin j'espère un jour qu'il y aura un retour, mais là, ce qui s'annonce pour les justiciables, c'est tout à fait terrible. Et ce qui a amené donc une mobilisation assez générale quand même des professions juridiques, alors notamment avocats, magistrats, greffiers. Et donc ça va être l'objet d'une deuxième vidéo que nous allons tourner tout de suite. Donc on se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission.